6 milliards de caméras nous observent. Dans la rue, sur nos lieux de travail, dans nos maisons. Elles capturent des images qui semblent impossibles. Ça défie les lois de la physique. C'est hallucinant. Des experts procèdent à des analyses approfondies de ces phénomènes inhabituels. Je veux savoir ce que je vois. Il y a forcément une explication. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans cet épisode, un glissement de terrain et des inondations qui rappellent le déluge. Ça a dû être comme voir la Terre s'ouvrir en deux. Qui lance des tirs aériens secrets depuis l'Oklahoma? Quelqu'un aurait-il lancé une fusée en pleine nuit sans le dire à personne? Et cette monstrueuse créature venue d'Égypte a-t-elle inspiré une forme de satanisme moderne? Il s'agirait d'une tête diabolique et satanique, avec des cornes qui ressemblent à une chèvre. Des phénomènes bizarres. Des mystères filmés. C'est une explosion. Que se cache-t-il derrière ces étranges évidences? Une vallée entière s'effondre dans un fracas retentissant. C'est une catastrophe. Un glissement de terrain monumental, suivi d'un déferlement d'eau. C'est une destruction massive à grande échelle. Pourtant, il n'existe aucune trace écrite faisant état de cet événement stupéfiant. C'est presque apocalyptique. Ça fait penser au déluge. Vous voulez jouer avec Mère Nature? C'est elle qui va gagner, à chaque fois. Pantai Remis en Malaisie. Ce paradis tropical attire de nombreux touristes. Les vacanciers viennent profiter de plages immaculées, de luxuriantes forêts humides et de couchers de soleil à couper le souffle. 21 octobre 1993. Un homme filme au bord d'une falaise alors que la paroi commence à s'émietter. Le glissement de terrain est suivi d'un puissant torrent d'eau. Les gens devraient être terrifiés. L'homme à la caméra continue de filmer alors que les éléments font s'effondrer le paysage autour de lui. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est énorme. Et cet homme semble être en grand danger. Voir ça depuis là où il était, ça a dû être comme voir la Terre s'ouvrir en deux. Les images sont datées du 21 octobre 1993. Mais malgré l'ampleur de la destruction visible sur cette vidéo, il n'existe aucun rapport officiel expliquant ce qui s'est passé ce jour-là. L'explorateur Georges Kourounis se demande si ce qu'on voit sur ces images pourrait être un événement inédit depuis la préhistoire. Ce qui s'est passé en Méditerranée, c'est que la mer s'est engouffrée dans ce qui est aujourd'hui la mer Noire. La région que l'on connaît aujourd'hui comme la mer Noire était autrefois une terre fertile, habitée par des fermiers de l'âge de pierre qui vivaient auprès d'un lac d'eau douce. Mais tout cela a pris fin 5000 ans avant notre ère, suite à l'événement le plus destructeur que l'homme ait connu. Nous avons déjà assisté à des tsunamis. Ils sont catastrophiques, mais ils ne durent jamais plus d'une journée. Là, il s'agit d'un événement qui a duré beaucoup plus longtemps. La langue de terre située entre la Méditerranée et la plaine où se trouve aujourd'hui la mer Noire s'est subitement effondrée. 40 milliards de mètres cubes d'eau par jour se sont déversés pendant 300 jours, transformant ainsi cette plaine en une mer de 436 000 km². La puissance du torrent d'eau ferait passer les chutes du Niagara pour un robinet qui goutte. Elle était 200 fois supérieure. Et cela s'est produit au cours d'un événement violent, catastrophique et cataclysmique. Selon de nombreux historiens, c'est cet événement qui aurait inspiré l'histoire du déluge de la Bible. Certaines sources indiquent qu'un événement encore plus cataclysmique aurait eu lieu il y a 5 millions d'années. C'est ce qu'on appelle la transgression zancléenne. C'est là que l'océan Atlantique a percé le détroit de Gibraltar pour se déverser dans la Méditerranée. D'après les chercheurs,
Toute cette eau aurait dégringolé d'une hauteur de 800 mètres avec un débit 1000 fois supérieur à celui de l'Amazone. C'est ce qui a séparé l'Europe du Nord de l'Afrique à tout jamais. Le journaliste scientifique John Farrow se demande si le caméraman aurait pu filmer un phénomène comparable. Quand on voit toute cette eau, c'en est presque biblique. On pense forcément au déluge. La géologue Cyan Proctor cherche des indices permettant de confirmer la thèse du déluge avancée par John Farrow. Il pourrait s'agir d'une inondation, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Aucune inondation n'a été enregistrée dans la région à cette période, donc il doit s'agir d'autre chose. Le biologiste Alan Shapiro rejoint l'enquête. En observant les images, son attention se porte sur les parois de terre quelques moments avant leur effondrement. On remarque ce système de couches qui fait penser à une mine à ciel ouvert. La mine est l'un des principaux secteurs économiques de Malaisie et notamment les mines à ciel ouvert. L'un des matériaux que la Malaisie exporte le plus est l'étain. Le pays compte de nombreuses mines d'étain. Mais comment passe-t-on d'une mine d'étain à un glissement de terrain suivi d'une inondation? Les mines à ciel ouvert impliquent souvent la présence d'un barrage qui est là pour empêcher l'eau d'un cours d'eau voisin d'arriver jusqu'à la mine. Lorsqu'un barrage cède, cela donne souvent lieu à des drames. Le 5 novembre 2015, la rupture d'un barrage minier au Brésil a entraîné l'écoulement de 40 millions de mètres cubes d'eau, de boue et de déchets de minerais de fer. C'est la pire catastrophe écologique de l'histoire du Brésil. La coulée de boue a détruit 375 maisons et fait 19 morts. Mais la quantité de liquide visible sur cette vidéo excède le volume d'eau qu'un barrage classique peut retenir. Georges Kourounis remarque alors la couleur de l'eau qui arrive de derrière les parois de la mine. Quand on regarde l'horizon, sur la vidéo, on voit l'océan. Qu'est-ce qui leur a pris? Construire une mine à ciel ouvert aussi près du littoral? Comment n'y ont-ils pas pensé? En matière de catastrophe minière, c'est certainement la plus spectaculaire jamais filmée. Certains détails de cet accident minier sont toujours voilés de mystère. Mis à part ces incroyables images, il n'existe aucune trace écrite de cette gigantesque inondation. Et on ne sait toujours pas si des personnes ont été blessées ou tuées lors de cet événement. La seule autre preuve de son existence est une crique de près de 800 mètres de long formée à l'endroit où se trouvait la mine, un témoignage de l'incroyable force de l'eau. On a creusé un énorme trou à proximité de l'océan. Et devinez quoi? Mère Nature a repris ses droits. À suivre, une lueur traverse le ciel en pleine nuit. Il y a fort à parier que c'est dangereux. Quelqu'un aurait-il lancé une fusée illégale sur le sol américain? Quand on habite à côté, comment savoir si c'est dangereux? Ou est-ce une nouvelle arme déployée par l'armée? Si vous êtes sur le terrain, à côté de là où ça se passe, vous pouvez mourir à tout moment. Tulsa, dans l'Oklahoma, connue pour être au cœur d'une région très religieuse, Tulsa a été la capitale de l'industrie pétrolière américaine pendant 60 ans, et la ville moderne s'est bâtie sur cette richesse. 20 août 2007. Une chaude journée d'été touche à sa fin. Les gens rentrent chez eux, en banlieue, sans se douter qu'une caméra de vidéosurveillance automatisée s'apprête à filmer un événement troublant dans le ciel. On se demande quel genre de pouvoir a été libéré à l'horizon. Quelque chose brille dans le ciel. Je ne sais pas ce que c'est. Il faut bien comprendre que c'est énorme. Cela représente-t-il un danger? Ces images rappellent au journaliste scientifique Jeff Wise une expérience de 1957 qui devait ressembler à cela. Au cours d'essais nucléaires souterrains dans l'ouest des États-Unis, le centre de test souterrain était recouvert d'une plaque d'égout. Ils ont fait exploser une bombe nucléaire et l'énergie qui a été libérée par cette explosion et qui s'est concentrée sur cette plaque d'égout était tellement puissante que la plaque a été projetée dans l'atmosphère à une vitesse tellement phénoménale qu'aujourd'hui encore, elle est en orbite autour de la Terre.
La plaque d'égout a été projetée à 200 000 km/h, devenant ainsi l'objet le plus rapide créé par l'homme. Elle devance même Spoutnik de 2 mois, en devenant le premier objet créé par l'homme à être en orbite autour de la Terre. Jeff Wise se demande alors si un essai de ce genre a pu être à l'origine des surprenantes explosions observées dans le ciel de Tulsa. L'Oklahoma se trouve dans les grandes plaines arides des États-Unis. Il est possible que le ministère de l'Énergie ait des installations expérimentales là-bas pour effectuer des tests secrets. Mais le journaliste n'a relevé aucune trace de radioactivité dans la région. Il pense alors à un autre événement atmosphérique et explosif qui pourrait expliquer cet étrange phénomène. Si on pense à une décharge d'énergie explosive dans le ciel, il pourrait s'agir d'un lancement de fusée raté. Il n'est pas rare que les fusées explosent. Le problème, c'est qu'il faut une quantité incroyable d'énergie pour mettre un objet en orbite. On obtient cette énergie grâce à des explosions contrôlées. C'est ce qui permet de propulser les fusées. Le risque permanent, c'est de perdre le contrôle de cette explosion. Alors, ça part un peu trop vite et l'objet explose en 1000 morceaux. Je me sentais impressionnée par cet homme-là. On fait face à un imposteur, on fait face à un charlatan. On a trouvé ça un peu bizarre. C'est un autre niveau de mensonge. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D. De violentes explosions sont visibles dans le ciel de Tulsa, dans l'Oklahoma. Les experts enquêtent afin de déterminer si un lancement de fusée raté pourrait en être à l'origine. Le biologiste Greg Sulgit fait des recherches sur des fusées ayant explosé par le passé. Il y a eu 90 lancements de fusées connus en 2017 dans le monde. 6 d'entre eux ont échoué de façon catastrophique, ce qui fait 1 sur 15. En 2015, une fusée SpaceX a décollé de sa rampe de lancement avant d'exploser en plein vol. Une fusée aurait-elle été lancée aux abords d'une ville dans l'Oklahoma? Dans cette partie de l'Oklahoma, il n'existe aucune installation de lancement commercial. Il y a beaucoup de lanceurs de fusées amateurs dans le coin. Et ce ne sont pas des rigolos. Ils lancent de vraies grandes fusées. Quelqu'un aurait-il lancé une fusée en pleine nuit sans le dire à personne? Le 12 janvier 2018, une entreprise du nom de Swarm Technologies lance 4 satellites en orbite sans autorisation gouvernementale. C'est la première fois que des satellites américains non autorisés sont mis en orbite. La Commission fédérale des communications les a qualifiés de risques. Quelqu'un aurait pu vouloir lancer un nouveau type de fusée dont personne n'a entendu parler. Il faut espérer que ce ne soit pas dangereux. La Commission fédérale des communications a reconnu qu'il était pratiquement impossible d'empêcher les lancements illégaux ou de surveiller ce que des groupes potentiellement malfaisants tentaient d'envoyer en orbite. Greg Sulgit veut savoir si le lancement raté d'une fusée pourrait entraîner une explosion en plein vol, similaire à ce qu'on voit sur la vidéo. On va réaliser une expérience qui consiste à faire exploser une fusée. En comparant les explosions, on devrait pouvoir dire si c'est bien une fusée qu'on voit sur la vidéo. En gardant une distance de sécurité grâce à un système électrique, on va allumer l'agent propulseur qui va enflammer la base et qui va embraser la mèche qui monte le long de la fusée. La mèche est programmée pour atteindre la balise qui sera éjectée sur les côtés. La balise va simuler la trajectoire des débris en feu qui retombent au sol lorsqu'une fusée explose. On verra si la façon dont les débris retombent est semblable à ce que l'on voit dans la vidéo. Allez, on y va. Bon, tout est prêt? On lance le signal électrique? Oui, on insère la clé, on fait un quart de tour. Système armé? Et maintenant, le bouton rouge? 3, 2, 1, feu! La fusée s'envole, enflamme la balise, puis explose à 60 mètres de hauteur. Le biologiste va maintenant étudier la trajectoire des débris avec ce qu'on voit dans la vidéo. Les balises ont été expulsées sur les côtés en décrivant des arcs paraboliques. En cas d'explosion, des morceaux de l'objet en feu sont éjectés de part et d'autre et ils sont particulièrement visibles de nuit car ils brillent. Ça ne ressemble en rien à ce que l'on voit dans la vidéo. Ce n'est pas ce qu'on voit. On ne sait pas ce que c'est, mais ça disparaît. Je pense que sur la vidéo, ce n'est clairement pas une fusée. Le spécialiste en analyse d'images Connor McCourt étudie la vidéo à son tour. Quand on joue la vidéo image par image, on voit 2 étapes différentes. Il y a d'abord un éclair, puis une petite explosion.
Son expérience en tant qu'enquêteur pour la police de New York le pousse à croire qu'il pourrait s'agir d'un type de missile balistique. Ça fait penser à la flamme d'un fusil de chasse. Mais en analysant les images, il se rend compte que l'échelle est bien plus grande qu'un fusil de chasse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est énorme. Il faudrait que ça fasse la taille d'un canon militaire. Le spécialiste du renseignement militaire, Carlo Munoz, sait quel canon géant pourrait correspondre à cette description. La marine américaine investit des milliards de dollars dans la recherche pour le développement d'un canon électromagnétique pour ses navires de guerre. En cas de réussite, cela révolutionnerait la guerre navale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le canon électrique, longtemps considéré comme de la science-fiction, est désormais une réalité. Il s'agit en fait d'une arme capable d'envoyer un projectile sans l'intervention de poudre à canon, ni même d'une explosion, mais grâce à l'énergie magnétique. Le prototype du canon électrique tire des cartouches de 10 kg à la vitesse supersonique de Mach 7, soit 4 fois la vitesse du Concorde. Avec une portée effective de 160 km, l'énergie cinétique déployée est telle que le missile peut transpercer des plaques d'acier de 15 cm d'épaisseur, comme si c'était du papier. Ce qu'on voit dans la vidéo a beaucoup de points communs avec ce qu'est capable de faire un canon électrique. Il pourrait s'agir de la douille contenant la balle, qui se désintègre au moment où le projectile entre dans l'atmosphère. Une cartouche de canon électrique coûte 25 000 $, soit beaucoup moins qu'un missile à plusieurs millions de dollars. Elle est aussi plus petite, plus rapide et impossible à intercepter. Ceux qui parviendront à maîtriser cette technologie deviendront les maîtres des océans à travers la planète. Mais Jeff Wise n'est pas convaincu par la thèse du canon électrique. Les canons électriques sont des armes de la marine américaine qui sont utilisées en mer. Tulsa n'est pas du tout près de l'océan. Donc soit la marine a décidé de relocaliser en secret ses centres de test dans l'Oklahoma, soit il y a une autre explication. La météorologue Andrea Fritz cherche à savoir si les images pourraient montrer un phénomène explosif naturel. Il apparaît instantanément et il disparaît aussitôt, ce qui me fait penser que cela pourrait avoir un lien avec un éclair. La foudre tombe des centaines de fois par seconde à travers le monde, libérant jusqu'à 1 milliard de volts d'électricité à chaque fois. En moyenne, un Américain a une chance sur 5000 d'être frappé par la foudre dans sa vie. Mais les images filmées ce soir-là ne montrent pas la foudre telle qu'on a l'habitude de la voir. Quand on pense à la foudre, on imagine un éclair qui se propage dans le ciel ou qui descend vers le sol. En général, la foudre ne monte pas. Les explosions nocturnes déchirant le ciel de l'Oklahoma pourraient être dues à un troublant phénomène météorologique. Angel Fritz enquête sur un type de foudre qui frappe de bas en haut plutôt que l'inverse. Nous avons reçu des rapports de pilotes de ligne décrivant d'étranges éclairs qui partent des nuages pour aller vers le haut. C'est quelque chose d'intéressant sur lequel il faut enquêter. Selon l'ingénieur en génie électrique Stephen Kummer, il pourrait s'agir d'un phénomène extrêmement rare, appelé jet géant. Les jets géants sont en réalité des canaux d'éclairs qui frappent de bas en haut, depuis un nuage, et qui continuent de s'élever jusqu'à l'espace. Ce genre de phénomène se produit au-dessus des orages depuis des millions d'années, mais on ne les a découverts qu'il y a 15 ans. C'est dû au manque de bonnes caméras basse lumière. La plupart des experts sont convaincus que ces images montrent des jets géants, mais tous les météorologues ne sont pas d'accord. Ce qui est étrange, c'est qu'à Tulsa, les comptes rendus météo indiquent un ciel dégagé et l'absence d'orage ou de pluie. Et il faut bien entendu un orage pour qu'il y ait de la foudre. Alors comment ça a pu se produire? Les scientifiques ne savent pas exactement ce qui est à l'origine de ces mystérieux flashs au-dessus de l'Oklahoma. Mais depuis cette nuit-là, les habitants de la région se sont mis à observer le ciel. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est explosif et il y a fort à parier que c'est dangereux. Tout de suite, une rivière devient étrangement verte. Il se passe quelque chose de bizarre avec cette rivière. Le vert est une couleur qu'on retrouve dans la nature, mais celui-ci est très étrange. Dans la région, on craint qu'il s'agisse des conséquences d'une catastrophe écologique. Concernant ce que la rivière contenait, on voulait savoir si c'était toxique.
Un agent létal pourrait-il en être la cause? Les toxines peuvent entraîner un arrêt du foie. « 29 décembre 2010. Parc Goldstream, en Colombie-Britannique, au Canada. Situé sur l'île de Vancouver, cet écrin de nature sauvage est, pour les habitants de la région, l'occasion de s'évader de la ville. Ce coin de paradis, ainsi que la ville de Langford, située juste en dessous, est alimenté en eau par la rivière Goldstream. Bob Beckett, le chef des pompiers de la région, connaît bien ce cours d'eau. La rivière, comme vous pouvez le voir, est transparente. Elle est toujours très claire. Donc en cas de décoloration, on se pose des questions. Pourtant, un dimanche après-midi d'hiver, Leda Simonsbergen, une habitante de l'île, est témoin d'une chose irréelle. C'était un jour comme les autres. Je venais de déjeuner quand j'ai vu cette couleur verte. Vert fluo. Ça n'avait rien d'une couleur naturelle. D'où venait-elle? Quand cela allait-il s'arrêter? C'était effrayant. La biochimiste Stacy Ramkissoon analyse cette couleur et l'associe à un liquide extrêmement dangereux produit par une activité sismique. Certains lacs volcaniques sont de cette couleur lorsqu'ils contiennent de l'acide sulfurique. La couleur verte du lac situé dans le cratère du volcan Kawaijen, sur l'île de Java en Indonésie, cache un secret mortel. Il s'agit du lac le plus acide au monde, avec un pH inférieur à 0,3. C'est tellement acide qu'il peut faire fondre une canette de soda dedans. L'acidité du lac vient du soufre qui se dégage du volcan. Le dioxyde de soufre provenant de l'activité volcanique se mêle à l'eau et forme l'acide sulfurique. Ces lacs sont mortels pour l'homme. Un frère et une sœur faisaient de la randonnée dans le parc de Yellowstone. Ils cherchaient une source d'eau chaude pour se baigner. Le frère, Colin Scott, s'approche alors d'un point d'eau prometteur, alors que sa sœur, Sable, continue. Il glisse et tombe tout habillé dans le lac, découvrant ainsi qu'il s'agit d'un lac bouillant et acide. Il meurt en quelques secondes. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. C'était tellement acide que son corps s'est dissous. L'acide sulfurique concentré peut dissoudre un corps entier en quelques heures. Quand ils sont venus chercher le corps le lendemain, il ne restait plus que quelques bouts de vêtements. La biochimiste sait que cette région du Canada se trouve dans la ceinture de feu du Pacifique. On compte plus de 100 volcans au Canada et la Colombie-Britannique est en plein milieu. Le géologue Bill Menke étudie les témoignages relatant cet événement à la recherche d'un élément pouvant relier cette couleur verte à une activité volcanique. En cas de présence d'acide sulfurique dans un lac ou dans une rivière, on note une très forte odeur de soufre. Et personne ne l'a signalé. Donc je pencherai pour une autre hypothèse. Les mardis, tous les dangers sont possibles. Je n'avais jamais vu ça. Ça s'est passé tellement vite, j'ai crié. On n'avait aucune certitude qu'elle allait survivre. Il fallait sortir de là à tout prix. Oh non! On craignait pour notre vie. Les mardis catastrophes, dès 20h, à Canal D. Une rivière de l'île de Vancouver au Canada est devenue vert fluo. Le chef des pompiers de la région, Bob Beckett, mène l'enquête. Il a une idée qui pourrait expliquer d'où vient cette couleur. L'autoroute transcanadienne est parallèle à cette partie de la rivière. Beaucoup de camions passent par ici avec des produits dangereux à bord. De nombreux accidents ont eu lieu sur cette portion de route. Les experts s'interrogent alors sur les produits chimiques qu'un camion aurait pu déverser dans la rivière pour lui donner cette couleur fluorescente. J'ai déjà vu un produit chimique déverser cette couleur. C'était du chrome. Une concentration élevée de ce métal peut donner ce vert fluo. En 2016, dans une ville en Russie, la neige était verte. Cela venait du chrome. Et la couleur est similaire à ce qu'on voit sur ces images. D'autres incidents de ce genre se sont produits aux États-Unis.
Dans la petite ville américaine de Hinckley, Erin Brockovich a traîné une entreprise en justice parce qu'elle déversait du chrome hexavalent dans des réserves d'eau potable de la ville. Plus de 600 habitants de Hinckley, en Californie, ont été en contact avec près d'1,5 million de mètres cubes de ce dangereux produit chimique. Le chrome est extrêmement toxique. Une exposition sur une longue période peut entraîner une intoxication aiguë, de graves maladies du foie, des problèmes de reins ou même la mort. Erin Brockovich a intenté l'entreprise responsable en justice. L'entreprise a été condamnée à verser 333 millions de dollars, les plus lourds dommages et intérêts de l'histoire des États-Unis. Une fuite de chrome pourrait détruire la vie des personnes vivant à proximité de la rivière Gulf Stream et de la ville de Langford. Les conséquences pourraient être dramatiques. Mais les recherches réalisées par Bob Beckett ne révèlent aucune source possible de pollution au chrome. Il n'y a eu aucun incident impliquant une fuite de produits chimiques. Nous en avons donc conclu que cela ne venait pas d'un accident de la circulation. Il fallait chercher d'autres pistes. L'origine de cette étrange couleur verte n'a toujours pas été découverte. Les habitants de la région craignent le pire pour l'avenir. Ce serait catastrophique pour la région et pour ses habitants. On ne sait pas ce que c'est, on n'en sait rien. Quand j'y pense, j'en ai les larmes aux yeux. À suivre, un spéléologue entre dans une mine abandonnée. Un tunnel très sombre et menaçant, c'est clair. Tout dans cet endroit indique de ne pas y aller. Une force invisible fait bouger une chaîne. Je ne sais pas pourquoi cette chaîne se balance. Les chaînes sont des objets inanimés. Elles ne bougent pas toutes seules. Quelque chose la fait bouger. Puis, des voix s'élèvent. Il faut que je sorte d'ici. Nevada. La première fois qu'on a trouvé de l'or ici, c'était en 1870. Aujourd'hui, l'État y extrait près de 75% de l'or produit par les États-Unis. Le Nevada est truffé de mines abandonnées. Été 2013. Un spéléologue décide de s'aventurer dans la mine abandonnée de Horton, équipé d'une caméra. Il est seul à l'intérieur de la mine, qui n'a pas été ouverte depuis 1969. Il sent tout de suite qu'il se passe quelque chose de bizarre. Il y a une atmosphère étrange dans cette mine. Je ne sais pas pourquoi cette chaîne se balance. Cette mine n'est peut-être pas aussi abandonnée qu'il le pense. Il y a forcément quelque chose dans cette mine pour que la chaîne bouge. Je ne crois pas aux fantômes, mais si ce n'est pas un canular, je ne sais vraiment pas comment l'expliquer. Le géographe Georges Kourounis étudie l'historique des catastrophes minières. Les mines comptent parmi les lieux de travail les plus dangereux au monde. Beaucoup de gens meurent dans des mines. Il y a notamment l'histoire de ces 33 mineurs chiliens qui étaient coincés sous terre suite à un effondrement. Par chance, ils ont tous été secourus grâce à des techniques incroyables et des efforts héroïques. Après un nombre record de 69 jours passés sous terre, les mineurs ont été secourus au cours d'une opération qui a duré moins de 24 heures. Mais malheureusement, la plupart des accidents miniers n'ont pas une fin aussi heureuse. En 2006, au Mexique, une explosion de méthane détruit la mine de Pasta de Conchos. 65 mineurs meurent d'une lente agonie à des dizaines de mètres sous terre. Seulement 2 corps ont pu être extraits des décombres. Les effondrements, la vétusté des machines, le manque d'oxygène, les gaz mortels. Il existe 1 million de manières de mourir dans une vieille mine. Suivez les histoires saisissantes de gens ayant survécu à l'impossible. Je suis tombé sur du béton. Mon corps était tout brûlé. Et les lumières se sont éteintes. Tu étais mort. J'ai frôlé la mort. Mardi 21h, à Canal D. Dans le Nevada, un spéléologue entre dans une mine d'or abandonnée et se retrouve face à une force mystérieuse qui fait bouger une chaîne. Et cette chaîne qui se balance n'est que le premier des phénomènes étranges qu'il a filmés.
La folkloriste Heidi Hollis étudie les images du spéléologue s'enfonçant dans la mine. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une communication CB. On dirait des voix, sauf qu'il n'y a personne. C'est ça qui est intriguant. En analysant la piste sonore, Heidi Hollis tente de déchiffrer ce qui est dit. Elle se demande si ces voix pourraient provenir d'une ancienne catastrophe minière. Est-ce qu'ils se sont retrouvés coincés suite à un accident? Est-ce un appel au secours? Aurait-on étouffé quelque chose? Le journaliste scientifique Jeff Wise étudie la piste audio à son tour. Une analyse permet de déterminer que ces sons ont bien été enregistrés dans la mine et qu'ils n'ont pas été rajoutés après, ce qui semble écarter la théorie du canular. Mais d'après le journaliste, il doit y avoir une explication rationnelle à ces voix que l'on entend dans la vidéo. Peut-être qu'il a capté un signal venu d'ailleurs à cause du métal présent dans la mine et qui aurait brouillé les ondes électromagnétiques. Selon lui, cela pourrait également expliquer le mouvement des chaînes. Il pourrait peut-être y avoir une sorte d'anomalie magnétique. Les champs magnétiques peuvent chambouler les appareils électriques et ils peuvent aussi attirer des objets en métal ferreux. Ces chaînes rouillées sont visiblement en métal. Un aimant placé dans la roche pourrait tout à fait attirer ces chaînes. Georges Kourounis cherche à déterminer quelle roche pourrait posséder ce genre de propriétés magnétiques. La magnétite est un type de roche qui peut, dans certaines conditions, devenir magnétique. Pour que la magnétite libère son potentiel magnétique, il faut qu'elle soit exposée à l'une des plus puissantes forces de la nature. Lorsqu'un éclair touche le sol, sa chaleur est 5 fois supérieure à celle de la surface du Soleil. Et cela génère un champ magnétique. Ce dernier peut charger la magnétite et la transformer en aimant. Et voilà comment on obtient un aimant naturel. Mais pour le physicien Peter Erbach, ce ne sont pas les aimants qui sont à l'origine du phénomène que l'on voit dans la vidéo. Pour faire bouger la chaîne de cette façon, il faut un champ magnétique variable ou une impulsion électromagnétique alors que la magnétite est un aimant constant. Ça ne marcherait pas, ce n'est pas possible. La biologiste Dani Washington reçoit la vidéo. Elle amplifie l'audio et remarque un son en arrière-plan. Qu'est-ce que c'est que ce son strident? Des chauves-souris? La biologiste Kelly Price connaît très bien la liste des espèces de chauves-souris présentes en Amérique du Nord. Il existe 23 espèces de chauves-souris dans le Nevada, et elles aiment s'installer dans les mines abandonnées. Quand on s'imagine dans une mine sombre et abandonnée, remplie de chauves-souris, ça ne fait pas rêver. Les chauves-souris peuvent être porteuses de la rage qui, malgré les progrès de la médecine, tuent encore. S'il y a des chauves-souris dans cette mine abandonnée, est-il possible que l'une d'entre elles ait touché la chaîne et les fait bouger de cette façon? Kelly Price analyse le poids de la chaîne sur la vidéo afin de déterminer la force qu'il faudrait pour la faire bouger. Une grande chauve-souris fait environ 1,3 kg et on sait que les chaînes font 18 kg. Donc même si la plus grande chauve-souris du Nevada fonçait à pleine vitesse sur cette chaîne, elle ne lui ferait rien du tout. Et pourtant, cette chaîne se balance selon un arc assez important. Les scientifiques sont toujours incapables d'expliquer les événements qui se sont produits dans la mine de Horton. Jusqu'à ce qu'une nouvelle expédition retourne dans ce lieu apparemment hanté, le mystère restera entier. On n'a jamais vu ce qui avait fait bouger cette chaîne, alors on ne le saura probablement jamais. Tout de suite, une bête monstrueuse filmée par une caméra. Qu'est-ce que c'est que cette grosseur sur sa tête? On est loin des animaux de la ferme. Je sais ce que c'est censé être. Ça n'y ressemble pas. Est-ce le résultat d'une expérience génétique? C'est comme si le docteur Dolittle s'était transformé en docteur Frankenstein. L'Égypte, le berceau de l'une des civilisations les plus fascinantes, où une dynastie de puissants pharaons a bâti d'incroyables statues, temples et tombes, et vénéré des dieux au corps d'hommes et à tête d'animaux.
22 mars 2018. Un homme filme une étrange créature qui semble directement sortie de l'une de ces légendes égyptiennes. Cette image est vraiment effrayante. On dirait une chèvre, mais il y a un problème avec sa tête. Je n'ai jamais vu ça. On a du mal à distinguer les différentes parties de sa tête. Les chèvres sont souvent représentées comme sataniques dans la culture chrétienne. Quand on voit celle-ci, on comprend pourquoi. L'image de Baphomet, la chèvre satanique, tire son origine d'histoires occultes mettant en scène les habitants de l'Égypte antique et leurs dieux à tête de bouc. Les gens de Médès, dans l'Égypte antique, vénéraient les chèvres. Les chrétiens, qui ont appris cela grâce à l'historien grec Hérodote, ont été tellement horrifiés que la chèvre est presque devenue le symbole du mal. Tout de suite, quelles forces du mal ont créé cette bête? Il est possible qu'il s'agisse d'une expérience génétique qui a mal tourné. Dans l'immensité du monde, les enjeux sont nombreux. Pour tout comprendre, DocuD, mercredi 21h, à Canal D. Une caméra a filmé un étrange animal dans un enclos en Égypte. Le journaliste scientifique Jeff Wise est convaincu que l'apparence de cette chèvre monstrueuse est due à une exposition à quelque chose d'extrêmement toxique. On dirait un mutant dont l'ADN aurait été modifié. En général, les animaux à qui ça arrive meurent. Mais ceux qui survivent sont impressionnants. On retrouve des catalyseurs de mutation dans notre environnement quotidien. De nombreuses toxines sont ce qu'on appelle mutagènes, c'est-à-dire qu'elles attaquent l'ADN et entraînent une mutation. C'est ce genre de choses qui crée des cancers. Lorsqu'on est exposé à ces toxines pendant la grossesse, les conséquences peuvent être dramatiques. Le fœtus peut présenter des difformités et le bébé risque de naître avec plusieurs malformations. L'exposition aux déchets nucléaires représente sûrement le pire des scénarios. Suite à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986, de nombreux cas de mutation ont été recensés en Ukraine et en Biélorussie. La Biélorussie était dans l'axe du vent par rapport à la catastrophe et elle a reçu 70% des retombées radioactives. Le strontium-90 libéré lors de l'explosion de Tchernobyl a eu des effets ravageurs sur les fœtus. Des agneaux à 8 pattes sont nés ainsi que des veaux ayant de graves problèmes de mâchoire. Quand on pense aux animaux qui ont été déformés par des déchets nucléaires, celui-ci pourrait en faire partie. L'Égypte a récemment relancé son programme de centrales nucléaires qui était en sommeil depuis longtemps grâce au soutien de la Russie. L'Égypte n'a pas les mêmes normes de sécurité que les pays occidentaux. Ces malformations pourraient venir d'une fuite radioactive locale. En analysant les images une nouvelle fois, la biologiste Danny Washington remarque quelque chose d'étrange chez les autres chèvres. Il y a tout un groupe de chèvres qui ressemblent à ça. Il n'y en a pas qu'une. Il ne s'agit pas d'un cas isolé de difformité aléatoire ou d'exposition à des produits chimiques. Ça a été transmis génétiquement. La neuroscientifique Jade Lovell cherche à savoir si quelqu'un aurait délibérément trafiqué l'ADN de cette chèvre. Avec les techniques de modification génétique, et notamment CRISPR, on peut créer des animaux qui n'existent pas dans la nature. CRISPR-Cas9, les ciseaux pour ADN, permettent de créer des organismes génétiquement modifiés très rapidement. Il est possible qu'il s'agisse d'une expérience génétique qui a mal tourné. De récentes avancées en matière de découpage génétique ont permis à des animaux très étranges de voir le jour. Certains animaux brillent dans la nuit. Ils existent vraiment. Ces étranges animaux phosphorescents ont reçu des gènes de méduses dans leur ADN. La modification génétique a permis de créer des micro-cochons et d'obtenir des toiles d'araignée dans du lait de chèvre. D'après la biologiste Kelly Price, ce que l'on voit dans la vidéo, malgré son aspect repoussant, ne serait qu'une simple chèvre. Il ne s'agit pas d'un croisement interespèce, mais plutôt d'un croisement consanguin, où deux animaux possédant la même caractéristique ont été croisés afin de magnifier cette caractéristique. Depuis des milliers d'années, les hommes croisent des animaux afin d'en améliorer certaines spécificités. Il existe des chiens miniatures, des chats sans poils, les hommes adorent jouer avec la génétique des autres espèces. Mais un croisement consanguin aussi poussé comporte des risques pour les espèces modifiées. Les croisements consanguins peuvent s'avérer dangereux parce qu'ils peuvent mettre en avant d'autres caractéristiques négatives. Par exemple, les bulldogs ont souvent des problèmes respiratoires. Je ne sais pas si cette chèvre a des problèmes liés à ses intéressantes particularités physiques, mais j'espère que non. En étudiant la question,
Danny Washington découvre un élément de réponse surprenant. Il s'agit d'une chèvre de Damas qui est en réalité issue d'un programme de croisement sélectif où les propriétaires ont délibérément choisi que leur chèvre ressemble à ça. Ces chèvres sont très précieuses pour leurs propriétaires. L'une d'elles a été vendue pour 67 000 $. En 2018, en Arabie Saoudite, une chèvre ressemblant à celle-ci a été désignée comme la plus belle chèvre du monde lors d'un concours de beauté pour chèvres. En la voyant, on se dit qu'il s'agit d'un horrible monstre, alors que quelqu'un d'autre va se dire « Mais regardez comme cette chèvre est magnifique !» La beauté est vraiment dans l'œil de celui qui regarde. Seule une mère peut aimer cette chèvre.